Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler principalement de macro et toujours de l'attente d'une altcoin season potentielle. Donc voilà, ça va être ça les deux principales topics du jour. On passe en partage d'écran. On est là sur cette charte qui nous dit est-ce qu'on est en Bitcoin season ou altcoin season, et vous comprenez bien ici que ce qu'on regarde, c'est est-ce que les 50 premières altcoins ont mieux performé que Bitcoin ou pas. Et vous voyez que ça n'est pas le cas. Bitcoin a mieux performé que ces altcoins là, puisque on a touché un nouveau plus bas, on était ici à 12 et on est désormais à 10, donc totalement en Bitcoin season. On avait eu un petit rebond des altcoins ici, on était passé par les 46 autour de février, et depuis on s'enfonce vraiment dans une Bitcoin season de plus en plus longue. Là, j'ai envie de dire patience, parce que c'est justement des opportunités d'achat sur les altcoins qui sont relativement exceptionnelles, si tant est bien sûr que Bitcoin veulent bien sortir par le haut de cette structure. Ensuite, on passe sur le Bitcoin en daily, et j'en profite pour vous dire de vous abonner, pas hésiter à nous rejoindre sur le Discord et éventuellement mettre un like et bien évidemment un commentaire d'encouragement. Ici, vous le voyez, aujourd'hui, on est toujours dans cette petite latéralisation, là, ici en bas. On est bloqué un petit peu entre la borne des 27,7, on va dire, quasi 28, et 27,2. La structure reste, tant qu'on perd pas les 26,6, plus ou moins toujours haussière, en tout cas si on considère que ceci est un creux majeur en daily. Si on regarde le 4 heures, eh bien, on voit que il y avait des petites opportunités longues là qui se sont présentées, notamment cette nuit. Alors je vais plus zoomer ici, je pense, dans les time frames pour vous montrer ça. Et puis donc du coup cette 15 minutes là ici qui était baissière est perdue. On a une structure d'accumulation éventuelle. Alors sur le 4 heures, vous voyez qu'on a quasiment un equal low là, c'est-à-dire une forme de double bottom. Si on veut bien passer la ligne de coup qui est ici autour des 27,8 à peu près, ça serait plutôt encourageant. On pourrait même la placer éventuellement à 28 000 tout court, c'est-à-dire que ça nous donnerait éventuellement un W de retournement qui peut peut-être même se voir en daily. Mais voilà, si on arrive à passer ça, c'est plutôt encourageant. Si ça veut dire tout simplement qu'on reste, vous le voyez ici, en tendance haussière, donc on a des bonnes chances de venir derrière chercher la target de ce double bottom. Encore une fois, si on casse la ligne de coup, c'est la condition, il y a un si. Et en l'occurrence, target d'un double bottom, c'est tout simplement du point de la ligne de coup jusqu'au point le plus bas, reporté au point de cassure qui serait ici pour nous la ligne de coup, à savoir les 28,9. On va voir si tout ça se met en place. C'est du chartisme, donc il n'y a aucune, bien évidemment, certitude. On parle ici que de probabilité. En tout cas, la 4 heures repasse ici, à ce stade, plutôt haussière. Et tout ça est peut-être un petit peu encourageant pour la suite. Si on arrive à passer les 28, encore une fois pour le moment, c'est une latéralisation entre 28 et 27,2, donc on s'enflamme pas non plus trop. Personnellement, j'ai pris un trade hier sur la base de la cassure de cette 4 heures qui est là, plus retest ici, on avait eu un equal low à peu près par là, vers les 27,4 ici hier soir, et j'ai touché ma target qui était de prendre ici, ma première target, mon TP1, qui était de prendre ici ce plus haut là. C'est passé, derrière on a repris mon point d'entrée, j'avais bougé ici mon stop loss au point d'entrée, l'idée était tout simplement qu'on allait continuer une structure haussière, c'est-à-dire nous faire quelque chose comme ceci, avec ne pas prendre ici ce plus bas là, ça n'a pas été le cas, on est venu chercher en dessous, aucun problème, ce trade était profitable, et là je suis re-rentré à peu près sur la même zone. Alors c'est sur une time frame plus petite, mais à peu près par ici. Et ma target, c'est pas forcément ici de prendre même ce plus haut là, c'est de jouer la latéralisation ici à ce stade, donc quelque part ici autour des 27,8. Premier TP, deuxième TP un petit peu plus haut, autour des... et on est à quasiment 28,8 par ici. Je pense qu'on peut attaquer les 28,9, mais voilà, ça n'est que, encore une fois... des suppositions, en tout cas des probabilités. Mais à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est peut-être en bas de quelque chose. Et je pense pas ici nécessairement que tout ça, mais ça j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, tout ça va tout de suite venir nous reprendre les 31 000 $. Pour moi, voilà, il s'agit simplement de corriger ce mouvement assez brutal ici, là, de corriger en partie et de venir chercher une partie des shorts. Donc en général, dans ces cas-là, on essaie de viser les 61,8, c'est-à-dire que ici, ça nous donnerait une target autour de 29 150 en l'occurrence, si vraiment on touchait pile poil les 0,618. À voir si tout ça se met en place.
En tout cas, bien évidemment, verrouillé avec des stop-loss, etc. Tout ce qu'il faut. N'hésitez pas ici et n'hésitez pas à prendre des TP partiels, on va dire, à chaque niveau qui pourrait représenter dans le futur une forme de résistance. Mais une attaque ici des 2900, elle est plutôt cohérente, d'abord par le niveau de Fibonacci, mais aussi également par le fait qu'on a un pic ici. Qu'est-ce que ça veut dire un pic? Ça veut dire tout simplement que un mouvement, ici la liquidité a été nettoyée, vous le comprenez puisqu'on parle de liquidité dans les deux sens, d'accord? Donc le fait d'avoir un pic, c'est tout simplement de dire, bah là j'avais engendré trop de short, on a bien nettoyé jusqu'en haut, et ensuite par contre ici j'ai une forme de gap, mais est-ce qu'on va réussir réellement à attaquer la jambe de ce mouvement dans son ensemble, à attaquer cette zone-là? Pas forcément, pourquoi? Parce qu'ici il y a déjà eu pas mal d'échanges de liquidité, vous le voyez, toute cette zone-là. Parfois on parle de support-résistance ou alors de palier. En l'occurrence, vous comprenez que ici, le palier, on va dire, haut du range précédent, il serait plutôt dans cette zone-là. On a aussi un palier intermédiaire ici, vous le voyez, au 28,6, c'est-à-dire que, en fait, ça correspond ici. En ce moment, d'ailleurs, Bitcoin fonctionne beaucoup par palier, c'est-à-dire il passe une zone, il latéralise une zone, il passe au-dessus, il relatéralise, ensuite il repasse en dessous, il relatéralise. C'est bien évidemment ici quelque chose d'assez fréquent, et donc du coup, il faut savoir fonctionner avec. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est de voir principalement est-ce que les institutionnels sont toujours de retour ou pas sur la crypto, malgré cette correction. Ça va être la première chose qu'on va regarder. Deuxième chose, je ne sais pas si on va regarder l'inflation, mais peut-être qu'on remettra ça à la semaine prochaine, puisqu'on est le 24, donc autant regarder en fin de mois quelle pourrait être finalement l'inflation en avril. Là, j'ai TradingView qui a un petit peu de mal. On va essayer d'aller sur une autre charte. Non, là, il semble vraiment avoir du mal. Hop, excusez-moi. Ethereum USDT. Alors, en ce qui concerne Ethereum, même chose, on latéralise en bas de quelque chose. Peut-être un equal low, vous voyez qu'il a touché 2 fois ici. Donc, ça peut être aussi du triple bottom, ce genre de choses. En tout cas, à ce stade-là, on peut imaginer également dans la zone une petite latéralisation ici entre ces deux bornes en ce qui concerne Ethereum. D'accord ? Cette trend-là d'accumulation est perdue et à ce stade, on avait une trend de distribution qui était là, qui également est perdue. Donc on est en latéralisation, on sort par le côté de cette trend, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en ce qui concerne la bourse, donc le S&P? Il a plutôt pas mal performé en début de journée. Bon là, ça fait une demi-heure que la bourse est ouverte. On va dire qu'il est très légèrement haussier. Vous voyez qu'on s'ennuie sur S&P. Ça fait un bon moment qu'on est bloqué dans cette zone d'à peu près $100 d'amplitude, et encore même pas, vous le voyez, une cinquantaine de dollars ici d'amplitude. Si on prend vraiment la zone dans son ensemble, on est bloqué là-dedans depuis quasiment un mois, où il y a assez peu de vol finalement sur, elle est haussière, mais c'est pas encore ça. Donc du coup, sur S&P, on s'ennuie un petit peu à ce stade, on attend un peu qu'il y ait un déclencheur. C'est pas vraiment les earnings qui vont ici venir déclencher. Bon, aujourd'hui, on a Coca-Cola qui a présenté ses bénéfices. Par contre, demain, on aura du gros earning au niveau de la tech. À savoir que demain, ce sera Microsoft et Google qui vont publier. Il y aura aussi Visa. Voilà, pas mal de choses qui vont publier demain en termes de tech en tout cas. Voilà pour l'analyse de prix. On va peut-être aller voir après la stablecoin dominance. Ici, des news sur Crédit Suisse, etc. Mais on va passer là-dessus. Sur Cryptos, pas grand-chose non plus. Pas grand-chose non plus là-dessus. Ici, la ville chinoise de Changshu qui fait le mouvement de payer ses travailleurs en monnaie numérique de banque centrale. Une whale qui bouge des bitcoins après 12 ans. Ça tient au hack dont je vous ai parlé sur la chaîne et qui attaque plus ou moins des vieux wallets 2014, ce genre de choses. Vous avez vu qu'on avait... et donc du coup, on a pas mal de gens ici qui ont renouvelé leurs clés en fait, finalement, pour être un petit peu à l'abri de ces choses-là. Donc pour moi, voilà, la raison de ces mouvements de bitcoin qui sont très vieux, puisque cette semaine, on a bougé quasiment 50 millions, non, c'est ça en tout, 80 millions qui ont été bougés, ne serait-ce que sur cette semaine. Donc en fait, c'est des vieilles adresses sur lesquelles il y a beaucoup de bitcoin. Et bien évidemment, les gens jouent la sécurité et ils décident de renouveler leur seed phrase, leur phrase secrète, étant donné que il y a eu une attaque qui est plus ou moins pas extrêmement, pas tout à fait expliquée, mais qui concerne plutôt des adresses anciennes. Ici, pas grand-chose non plus sur nos amis de Bitcoin.com. Coca-Cola, les earnings sont plutôt bons. Pourquoi ? Parce que inflation, Coca-Cola a énormément augmenté ses prix et visiblement une demande qui augmente également. Peut-être que les gens ont besoin de sucre en ce moment, je sais pas.
Ensuite, sur le calendrier de la semaine, demain on aura la révision, enfin c'est pas la révision, c'est la première sortie du PIB américain, donc est-ce qu'on est en récession ou pas. Le dernier chiffre était de 2,6%, on avait eu un quatrième trimestre qui avait plutôt bien poussé en 2022. On va ici voir, excusez-moi, c'est mon fiston. Tu veux dire bonjour à YouTube? Non? Tu veux pas dire bonjour? Allez, dis bonjour à YouTube. Allez, papa il travaille, ok? À tout de suite. Hop, excusez-moi, toujours être disponible pour ses enfants. Et puis, vendredi, on aura le PCE, donc le Personal Consumption Expenditure. Alors, autant pour moi, je vous ai parlé de mardi pour le GDP, ce sera jeudi, Thursday. Ensuite, donc demain, on aura Alphabet Google et jeudi, on aura le GDP, donc le PIB américain. Voilà un petit peu pour les news. Pas énormément de choses y compris sur Twitter, même sur vraiment Bitcoin. Une semaine où finalement, on a mis un petit peu de côté les attaques sur la crypto, en tout cas je trouve. Donc attention, ça pourrait revenir assez fort de la part les Wells Notice de la Fed, etc. Les différents assauts contre la crypto pourrait s'intensifier. Là, on est plutôt dans une semaine de earnings où tout le monde se concentre un petit peu sur le bancaire, ce genre de choses. Mais attention à ça. En ce qui concerne la stablecoin dominance, c'est-à-dire quelle part des stablecoins dans les cryptos, vous voyez qu'on est sur un rebond. On est sur un endroit logique éventuellement pour rejeter, là où on avait rejeté partout sur cette zone-là, là où on avait finalement rebondi partout sur cette zone-là. Ensuite, on l'a perdu. Est-ce que, on va dire, cette résistance des 11% va nous permettre de repousser ou pas? Est-ce qu'on va continuer à suivre ici un petit peu cette trendline, c'est-à-dire rejoindre, eh bien, notre target à nous, elle est à 8% de stablecoin dominance, je vous le rappelle, c'est la target ici du double top qu'on avait montré précédemment. On va voir, on peut aussi estimer qu'il y aurait peut-être un retest ici des 12% qui est la trend de distribution qui pour l'instant n'est que hypothétique, on va dire, mais qui en tout cas est là. En daily. Bref. Celle-ci est perdue, donc on peut enlever celle-là. On rebondit ici sur un point logique. On est en train de se faire rejeter éventuellement par un point logique. Le but étant, encore une fois, d'atteindre la target de 8% qu'on peut estimer autour des 38 000 $ à peu près sur Bitcoin. Là où c'est un petit peu intéressant, c'est que le BTC sur CME et autour de 27,7, on a 1,41 là-dessus. Le IBLC qui est finalement l'ETF BlackRock sur le BTC a pas mal corrigé quand même dernièrement, 1, 2, 3, 4 jours de baisse. Ce que je voudrais regarder, c'est le GBTC également. Donc le BTC de Grayscale, si j'arrive à le trouver, voilà, qui lui prend 1,07, il est à 15,36. Donc il a beaucoup corrigé ces derniers jours et là il est en train de se reprendre un petit peu. Est-ce qu'on est sur un jour où éventuellement, on va dire, les institutionnels reviennent sur Bitcoin? Ça a pas l'air d'être forcément le cas. Vous voyez qu'on a moins 0,12 sur les dernières 24 heures en ce qui concerne les investisseurs sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, qui est, on va dire, l'alternative de ceux qui ne veulent pas acheter de la crypto mais qui veulent quand même être investis dessus, d'y aller. Ça, avec le IBLC et le GBTC, c'est un petit peu toutes les choses dans lesquelles finalement les institutionnels ne peuvent pas réellement rentrer, et on a un discount ici, vous le voyez sur le GBTC, qui est actuellement autour de 36%. On continue sur la liquidité, mais avant ça je vous envoie comme d'habitude la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le
le Discord, vous présenter ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validée ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, on a 88 millions de liquidés sur les dernières 24 heures, on va dire une cinquantaine de millions sur Bitcoin plus Ethereum, tout ça est plutôt normal, c'est une journée plutôt normale. On va voir si nos ordres qui s'étaient mis ici autour des 26,6 hier je crois, sont restés. Pour le moment oui, c'est-à-dire qu'on a des ordres d'achat, vous le voyez dans le carnet d'ordre ici, qui sont assez importants. On peut estimer que c'était nos anciens ordres qui étaient ici à 23,3, vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Donc si on venait à corriger assez fortement, cette demande ici pourrait éventuellement nous repousser éventuellement vers le haut. Ça n'est pas une science exacte non plus, si on a suffisamment de momentum pour percer et que ce mec-là touche ses ordres d'achat, et bien à ce moment-là on passera au travers, et également bien évidemment ce mur d'achat peut être une feinte, une sorte de feinte, c'est-à-dire du spoofing, donc c'est-à-dire que regardez, j'ai des énormes ordres d'achat, mettez-vous plutôt en longue sur cette zone, donc comme une sorte de, on va dire, imaginez-vous en box, il faut jamais en box baisser sa garde, il faut toujours avoir ici un œil et avoir, on va dire, un œil critique sur ce que vous voyez. La troisième chose, ici c'est les marchés en levier, bien sûr, on est venu prendre parfaitement ce point de short ici, donc on avait dû faire la vidéo par là. Ici, on a une incohérence, c'est-à-dire que le prix diminue, le funding augmente, donc on avait beaucoup de longues ici, et c'est ce qu'on est venu nettoyer derrière, à peu près dans cette zone-là. Là, on revient à peu près à la normale, et on vient nettoyer les longues en l'occurrence. Ici, j'ai une latéralisation du prix, latéralisation du funding, en tout cas, c'est à peu près correct. Ici, par contre, le prix augmente, et le funding, vous le voyez, est à la diminution, encore que c'est même pas tellement synchronisé ici, vous voyez qu'on mettrait pas forcément ici un point de short, puisque tant qu'on est là, on va dire, le funding est quand même très légèrement en train d'augmenter, donc on va pas prendre en compte ici cette anomalie-là. En revanche, ici, il commence à augmenter alors que le prix monte, donc on peut estimer qu'il y a un point de long à prendre ici. Et derrière, on revient un petit peu à la normalité. Très légère latéralisation du funding ici alors que le prix augmente, donc on peut peut-être estimer qu'il y a un tout petit peu de short à venir prendre sur le dernier plus haut local qui est juste là. Pour moi, voilà ce qu'il y aurait à dire, pas nécessairement ici, enfin plutôt de la liquidité en bas d'ailleurs, vous le voyez hein, là à ce stade, mais en tout cas un top local, celui-ci qui n'est pas anormalement shorté, voilà. On a toujours celui-là qui n'a pas été pris, 28,3, on peut sauver ça et passer sur Ethereum. J'ai fait un tuto hein, sur Coinalize, si jamais vous voulez un petit peu aller regarder comment fonctionne tout ça. Et ici, sur Ether, c'est encore plus propre. Vous voyez qu'on prend le point haut, on vient chercher le point bas. On avait fait la vidéo par ici. Ici, ça reste normal jusque là. On a peut-être un petit peu de short qui s'était mis là, mais on l'a pris. Donc, du coup, on considère que tout ça, c'est fait. Derrière, le funding diminue pas forcément énormément, donc on avait peut-être un point de long à prendre ici aussi. Derrière, j'ai un prix qui augmente et un funding qui latéralise, ça veut dire que j'aurais dû normalement nettoyer du short et ça n'a pas été le cas, donc ça c'est un point de short à prendre pour le coup sur Ether. Et puis ensuite, peut-être un petit peu de long ici, on s'attendra à une plongée plus effective, hein. Vous le voyez que là on avait à peine latéralisé de ça. Ouais, bon, on peut peut-être dire que, en tout cas on va mettre celui-ci par exemple en 2 pixels, on va considérer que ce niveau-là est maintenant relativement
gros. Voilà, donc 1823 sur Ether à venir prendre éventuellement. Ici, on reprend une certaine normalité. À partir de là, très léger. Non, là c'est bien, voilà, comme ça me paraît bien. Donc on va sauver ça, on va aller voir désormais les poches de liquidité. Sur Bitcoin, les poches de liquidité, on reste à peu près dans un funding qui est plutôt, un delta de shorters en position qui est plus important que les longueurs sur les 5 derniers jours. Donc on a plus de shorters que de longueurs, ce qui nous donne plus d'argent à prendre vers le haut éventuellement. On en a corrigé un petit peu ici sur cette latéralisation. Vous voyez que ça veut dire qu'il y a des longs qui sont rentrés. On commence à densifier un peu cette zone qui, si on devait la prendre, s'arrêterait autour des 26,8. Mais à ce stade, on a quand même plus de shorters que de longueurs dans le train, donc c'est plutôt vers le haut. En tout cas, sur les 5 derniers jours, il faut toujours parler en fonction de la time frame ici. Sur les 5 derniers jours, c'est plus ou moins le cas. 11 milliards, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pas de grosses positions ouvertes depuis ce matin. Donc maintenant, on est lundi, donc on devrait avoir un retour des gros portefeuilles, puisque le week-end, ça n'est pas le cas. Mais théoriquement, le lundi, il commence à être ici. Et puis sur Ether, c'est la même chose. Latéralisation en bas ici. Et j'ai finalement une forme d'équilibrium qui se trouve ici, mais avec un delta qui est plus important pour les shorters que les longueurs. Sur les x100, je sais pas pourquoi il n'a pas pris la modif ici, c'est pas grave. Hop, voilà. Alors, sur les x100, Ether qui semble quand même... alors, j'ai l'impression que j'ai pas la bonne couleur, là, je vérifie juste quelque chose. J'ai dû laisser un x50 quelque part. Oui, x25 ici. Hop, autant pour moi. Voilà. Sur les x100, si ces positions-là sont en x100, pour moi, toutes les grosses positions sont systématiquement nettoyées. Ici, vous le voyez. On a peut-être celle-ci, autour des 1900, qui n'a pas été prise. C'est plus ou moins, je pense, un des niveaux qu'on regardait hier. Mais sur les petites positions, à ce stade, on va dire que c'est plutôt cohérent. Ensuite, sur les dernières 12 heures sur Bitcoin, donc là, on change de time frame. On regarde plutôt les choses en 12 dernières heures. Vous voyez qu'on est venu liquider ici. On avait beaucoup plus de shorts sur les 12 dernières heures. Vous voyez qu'on est jaune au-dessus ici. On avait beaucoup plus de shorts sur les 12 dernières heures et on est potentiellement en train d'attaquer un niveau qui serait les 27,8. Là, je parle en 12 heures. Quand je parle en time frame de 7 jours, à ce moment-là, sur Bitcoin, eh bien, on voit qu'il y a plus de shorts peut-être au-dessus que si vraiment on devait aller venir prendre cette poche de liquidité longue qui est en dessous, eh ben on aurait une borne basse autour de 26 300 sur la 7 jours qui est très cohérente dernièrement, et sur la 1 mois qui est peut-être moins cohérente mais qui nous donne des informations quand même. On aurait ici quand même un petit peu à venir chercher sous les 27. Là, on voit assez bien la borne jaune là ici. Et derrière, est-ce qu'on a plus de positions en short ou en long? J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de positions en longue. Donc c'est pour ça que moi, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, j'ai tendance à être plutôt haussier à court terme pour venir chercher les 12 heures, chercher voilà ces niveaux là qu'on est en train éventuellement de prendre, donc peut-être pour un rebond de soulagement autour des 27K, quelque chose comme ça. 28K, pardon. Oui, 28K et potentiellement 29, c'est ça les deux niveaux. 28 800 et 27,8 et les niveaux actuels, ceux qu'on est en train de travailler là tout simplement. Plutôt haussier jusqu'à un certain point, mais à partir de là, on le voit ici sur Ethereum, sur la 12 heures, on n'a pas encore vraiment pris ce qu'il y avait à prendre. Donc si ce mouvement s'arrête là, ça veut dire que peut-être... ceux qui étaient en position ici, les grosses positions, ont descendu leur stop loss. Si ça n'est pas le cas, Ethereum a des choses à prendre au-delà des 2100, une nouvelle fois. Sur la 7 jours, vous voyez que la liquidité est plutôt en haut, et sur la 1 mois, donc c'est là qu'on a des formes de divergence également. C'est-à-dire que d'une certaine manière... il serait possible ici que le prix se dirige plutôt vers les positions fraîches, celles que je vous ai montrées ici sur la 7 jours. Là, on est sur Ethereum, mais c'est un peu la même chose sur Bitcoin, donc c'est pas grave. Il y aurait une potentialité éventuellement de soulager jusqu'à 2100 par exemple sur Ether, ou en tout cas dans la zone ici des 1009, ce genre de choses, et ensuite de venir prendre les poches inférieures. Si jamais on vient prendre les poches inférieures, ce qui est tout à fait une possibilité, un petit peu comme ce qu'on avait fait là, j'ai envie de dire, voilà, ça c'est plus frais que ça, vous le voyez là, potentiellement on a quelque chose qui s'est créé après. En tout cas, on a pas mal de shorters ici dans le train, et quand je vous parle, je vous dis, regardez les 5 derniers jours, ce qu'il est en train de se passer. Vous voyez qu'on est le 24 avril, et je vous parle du 20 avril. Depuis 5 jours, on a beaucoup de shorters dans le train. Donc là, 7 jours,
et c'est normal, est en train de nous montrer une liquidité qui est plutôt vers le haut. En revanche, là, un mois, et là, on regarde, et je vous avais beaucoup dit aussi, attention, la liquidité, elle est surtout en bas, enfin, sur les 3 dernières semaines, c'était vraiment le cas. On voyait ici cette zone des 1006 qui nous montrait vers le bas. Donc là, c'est un choix à faire. Est-ce que je prends plutôt une position avec un levier faible, mais qui me donne un petit peu la certitude qu'on va aller chercher plutôt dans un mois sous les 1006 par exemple sur Ethereum, ou alors est-ce que je tente le coup pour un rallye de soulagement à peu près jusqu'au 2000. Donc est-ce que je suis la liquidité en time frame 7 jours, ou alors est-ce que je la suis en time frame 1 mois? Personnellement, je préfère ici, moi, des trades rapides, donc du coup, j'essaye plutôt de faire tourner mon capital assez vite, etc. Et c'est pour ça que j'ai plutôt tendance à suivre des petites time frames, le 5 minutes, le 15 minutes, éventuellement suivre la tendance au maximum du 4 heures pour un trade de 2-3 jours à maxima, mais pas forcément ici aller chercher non plus des choses, des gros swings, des très longs trades, etc. On revient sur le prix du Bitcoin et on fait plus ou moins une conclusion. Vous voyez qu'on a une jolie borne basse ici à 26,5 et ça j'en avais parlé hier aussi. Ce mur d'achat autour des 26,6 plus un petit peu de liquidité quand même résiduelle en dessous pourrait faire tout simplement que effectivement sans avoir un soulagement tout de suite, eh bien on vient de chercher tout de suite voilà une target inférieure dans ces niveaux-là. Pour moi, on va peut-être plutôt faire quelque chose comme ça, mais je ne sais pas au moment où on va se faire éventuellement, si on se fait repousser par cette zone-là, je ne sais pas quelle sera la liquidité shorteuse qui va rentrer là-dessus. Je ne connais pas le sentiment qu'il y aura, donc c'est pour ça qu'il faut regarder tous les jours et c'est pour ça qu'il faut avoir une analyse systématique en fait et une sorte de routine journalière sur BTC. En tout cas, si vous voulez trader tous les jours, ça me paraît ici fondamental. On revient sur la 15 minutes. Donc vous voyez, ici on pourrait voir une latéralisation. Moi je vois une forme de tendance haussière. C'est-à-dire que là j'ai le sentiment voilà, qu'à chaque fois on fait une latéralisation mais qui monte légèrement. Ce type de latéralisation, elle a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que bien sûr, elle nous donne une forme de tendance haussière, d'accord? Ici, c'est plus haut, ici, c'est plus haut, donc on s'attendrait à faire à nouveau un plus haut ici. Et elle a un inconvénient, c'est qu'en fait, elle nettoie petit à petit tous ces shorters. Donc ça, c'est un problème, c'est qu'on accumule du long sous ce point-là, puisqu'on ne vient jamais vraiment le nettoyer, d'accord? Donc, en termes chartistes, vraiment chartistes, si on commence à construire ici une forme de bear flag, vous comprenez qu'on aura nettoyé à chaque fois toutes les poches de shorter en position fraîche qui viennent se faxer là-dedans, et puis ensuite on n'aura plus qu'à venir vraiment récupérer le plus bas qui était ici pour tout simplement aller prendre la liquidité qui est en dessous juste là. Donc attention à ça aussi, soyez attentifs bien évidemment à ce type de changement dans la price action, ou en tout cas à ce type de correction un peu trop parallèle qui pourrait éventuellement se mettre en place, c'est-à-dire tout simplement un bear flag. Si on fait un bear flag, on pourrait aller beaucoup plus bas. Chartistement, vous comprenez que ça veut dire ici potentiellement reporter le mât au point de cassure, admettons qu'il se fasse par ici, ça nous emmènerait quelque part vers les 25-25,2, ce qui est une target tout à fait honorable pour le mouvement dans sa globalité. Donc voilà, ici, la price action, elle nous dit, si on regarde vraiment que la structure, on est haussier sur la 4 heures. Elle nous dit attention à un éventuel bear flag ou en tout cas au moins à la perte de ce double bottom qui est ici, à savoir les 27,159. Pour le moment, on a quelque chose qui n'est pas non plus tout à fait parallèle pour nous dire vraiment que c'est un bear flag. On a peut-être quelque chose qui peut-être est plutôt en train de se construire en triangle ascendant inversé. Donc, ce qu'on surveillera bien, c'est de créer ce double bottom là en 4 heures et de reprendre désormais donc du coup le point des 27,800. Point des 27,800 ou si jamais on le casse, et vous comprenez que là on regarde exactement la même chose, étant donné qu'on a par 2 fois ici eu un rejet, il y a une forme de liquidité qui se trouve là dans cette zone là, qui est la liquidité des shorters qui sont rentrés en haut de ce point là, ceux qui sont rentrés également en haut de ce point là et ceux qui sont rentrés également en haut de ce point là. Donc ça veut dire que si on repasse ce point, ce fameux point des 28 000 à peu près, hein, en gros par là, entre la zone des 27 875 et 28 000, on s'attend à une accélération tout simplement parce que ici cascade de liquidation, j'ai toutes les liquidations qui sont là et qui attendent au-dessus de ce niveau, donc ce sont des ventes forcées et du coup le prix augmente de lui-même, par tout seul, et ce d'autant plus qu'on a, je le répète depuis plusieurs jours maintenant, mais un carnet d'ordre qui est plutôt vide, vous le comprenez, vous le voyez ici, il n'y a pas grand chose en termes d'ordre à la vente
50. Là, on en avait quelques-uns, mais là, ils ont tous disparu. D'accord? Donc, si on veut pousser haut, là, on peut y aller assez fortement. Et encore une fois, ça peut short squeezer assez fort. D'autant plus que je me répète encore une fois, mais pour moi, voilà, on a quand même une liquidité sur les 5 derniers jours qui est quand même plutôt en haut. C'est pas une science exacte, il est tout à fait possible que ça se produise dans l'autre sens, et c'est pourquoi, bien évidemment, il faut pratiquer un risk management et toujours avoir, bien évidemment, un stop loss ici dans la zone. Personnellement, le problème à placer son stop loss ici, et du coup on va faire un petit peu de trade management. Si vous placez votre stop loss ici, vous vous mettez également à risque qu'il y ait juste une toute petite prise de liquidité qui vienne se faire, donc de se faire sortir de ce short là, et puis ensuite qu'on reparte. Personnellement, moi je préfère effectivement avoir presque soit un short plus serré encore, c'est-à-dire être sûr de me faire sortir avant que tout ça se passe, et plutôt chercher un point d'entrée au moment où on fait le SFP, c'est-à-dire le SFP c'est tout simplement venir prendre la liquidité sous quelque chose. Donc assez souvent dans les ranges, et ça c'est une forme de range, vous avez une prise de liquidité en dessous, vous avez une prise de liquidité au-dessus, et puis ensuite le prix choisit réellement où est le sentiment, qu'est-ce qu'il veut prendre, où est-ce qu'il veut aller. Donc là sincèrement, après voilà, c'est une forme de jaugeage, et c'est en fonction de votre sentiment personnel également. Là, 5 minutes pour le moment, vous le voyez ici, elle est haussière, d'accord ? Sur la dernière jambe, on a quelque chose qui éventuellement peut rester haussier. On est pour moi dans une latéralisation, donc il y a une prise de profit logique à faire dans la zone qui est ici. Et sur la 1 minute, voilà, peut-être attention à ce double top là, encore que à voir si c'est pas juste du bruit, c'est-à-dire si on n'a pas quelque chose qui nous donne tout simplement ceci. Donc en l'occurrence, si jamais vraiment vous avez besoin d'un signal assez pertinent et assez fort sur où est-ce qu'on va, peut-être que de tracer ici une trendline en 1 minute pourra vous donner déjà un signal assez franc qu'il est en train de se passer quelque chose et qu'on va plutôt aller redescendre ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la manière, on va dire, la plus conservatrice peut être ici dans ces zones-là, qui sont des zones de latéralisation, je le rappelle. Admettons que vous ayez rentré votre longue ici à peu près dans cette zone. Eh bien, de tout simplement remonter effectivement votre stop loss au fur et à mesure tout en suivant la trend qui est ici. Donc vous acceptez un retest de cette trend là, mais vous n'acceptez pas un retest du plus bas précédent. Parfois, vous faites sortir d'un trade qui pourtant était dans le bon sens, c'est-à-dire c'est tout à fait possible qu'on fasse ça, vous le comprenez, mais en tout cas, sur le long terme, ça sera plutôt une stratégie qui sera effectivement payante, en tout cas, vous ferez pas des gains qui sont non plus incroyables, exceptionnels, etc., mais votre scalping sera plus ou moins toujours profitable, et ce, d'autant plus dans un moment où on n'est pas dans une tendance franche, où on est plutôt en train de faire des paliers et de latéraliser, tout comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est assez important à capter. Il y a aussi il faut adapter son trade management un petit peu à ce que vous voyez, aux structures que vous voyez. Quand la structure est un petit peu incertaine, du coup à ce moment-là, vous faites des stop loss montants, un suivi de stop loss qui lui suit cette incertitude tout simplement. Ici à ce stade, est-ce qu'on peut dire vraiment que... alors pour moi, voilà, il y a quelque chose d'intéressant peut-être. Sur le 1 minute, on avait peut-être ici une forme de trend de distribution. Vous le voyez ici, 1, 2, 3, 4 touches. Si on rapproche un petit peu, voilà, comme ça. Avec aucune clôture, aucune bougie 1 minute entière. C'est peut-être même plutôt une 5 minutes. Voilà, non, là je suis déjà sur le 5, c'est peut-être une 15. Ouais, ça semble être plutôt une 15 comme ça. Ouais, quelque part par là, voilà, quelque chose comme ceci, voilà, ouais, donc ceci ne touche pas, mais en l'occurrence, vous voyez que quand on la passe, effectivement, on est peut-être ici sur une structure de retournement. En termes chartistes proprement dit, pour moi, un equal low, donc un equal low, donc un double bottom, on peut appeler ça comme ça. S'il est confirmé vraiment sur la tendance chartiste, peut nous donner un retournement de tendance à court terme, ça c'est très important. Souvent les equal low sont amenés à retourner la tendance, c'est-à-dire que assez souvent quand on a ici comme ça des choses qui touchent très proches et qui sont, vous le voyez là on est à quelques dollars, mais qu'on vient pas réellement prendre la liquidité dessous, et parfois ça veut dire ici on a été capable de défendre tout simplement ce point là. Donc là il y a des mecs qui ont l'argent et qui ont
la force de venir défendre la liquidité qu'ils ont en dessous. Donc ça veut dire que c'est potentiel encore une fois, mais il y a une possibilité que tout ça soit bien protégé. Donc du coup que être à l'abri de ça veut dire être plus ou moins à l'abri. Le danger c'est quoi? C'est tout simplement que ces mecs-là à un moment donné disent bon, on est suffisamment haut ici à ce stade-là, etc. Ou je sais pas, dès qu'on a pris ce point-là par exemple, et on sort, c'est ce qui fait souvent, ou parfois des double bottom qui finalement passent quand même leur ligne de coup, mais ne viennent pas chercher derrière leur target. Ils viennent pas chercher leur target tout simplement pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas suffisamment de liquidité derrière pour vraiment pousser fort, faire ce fameux short squeeze, cette fameuse cascade de liquidation qu'on peut avoir au-dessus. Comprenez bien ici qu'on a touché ce point-là à peu près 3 fois. Si on arrive à le dépasser, théoriquement, c'est censé accélérer. Bref, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Finalement, on n'a pas fait le point macro que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est rentré dans d'autres concepts ici. Donc voilà, pour moi, ça me paraît vraiment important, en tout cas, d'avoir un suivi journalier. De pas forcément ici essayer d'être la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf, parce que c'est des séquences qui sont relativement difficiles entre guillemets pour des traders, on va dire soit de tendance, soit des traders contrariens, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt jouer, on va dire le contre-tendance, les structures de retournement, ce genre de choses là. Ici c'est plutôt les traders de range qui vont se régaler dans ces petites zones là. Donc voilà, plutôt des gens qui vont utiliser d'autres indicateurs, on va dire plus comme les Vegas ou ce genre de choses, ou alors les tunnels gaussiens, voilà, ce genre de concept éventuellement. Suivez bien, en tout cas, en ce moment, un petit peu tous les indicateurs que vous pouvez avoir. Ici, en l'occurrence, vous voyez qu'on a eu des choses intéressantes. On a eu un S&P ici, qui a été plus ou moins aussi en début de journée, en tout cas. On a un Bitcoin qui est plutôt en bas. On a un or qui a beaucoup baissé en début de session et qui finalement là est en train de se reprendre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et on a eu finalement un dollar qui était plutôt haussier et qui lui est repassé baissier. Donc sur le début de la journée, la première demi-heure, l'or a beaucoup corrigé. Donc on était plutôt sur un scénario entre guillemets risk-on, avec quand même un dollar qui était haussier. Moi, le dollar, il est inversé ici chez moi. C'est pour ça que vous voyez les bougies blanches vers le bas. En milieu de séance, on s'est un petit peu retourné dans l'autre sens. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Ça veut dire que, quelque part, aujourd'hui, on a peut-être eu un dollar un petit peu menteur en début de session. Et assez souvent, après la première heure, Wall Street se retourne. Donc ça, c'est vraiment une possibilité que on ait aujourd'hui un S&P qui reparte à la baisse. On a bien fermé ce gap ici, oui. Non, sinon après du reste, voilà, pas grand chose à ajouter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Vous comprendrez ici, je pense que je vous ai bien expliqué, voilà, à mon avis, ce que ça peut donner tout simplement sur Bitcoin, éventuellement, à la fois sur la journée, mais également sur la semaine. On a aussi ici, voilà, pour moi, on s'est beaucoup calmé sur les attaques sur la crypto dernièrement. Le prix a certes corrigé un petit peu, mais pour moi, c'est plutôt des choses qui tiennent à la liquidité. Ça faisait un moment qu'on disait qu'on était baissier depuis la zone à peu près des 29,30. C'est-à-dire que sur BTC, nous, on avait dit que ici, on avait dit que les 29,241 seraient pas faciles à passer. En fait, on est passé au travers, on a fait ce fake out qui était au-dessus, effectivement, parce que j'étais pas le seul à penser ça, que ici, il y avait éventuellement des sweet spots pour shorter. Donc du coup, on est venu chercher tous ces shorts-là, et puis on a fait le mouvement après. Donc cette résistance historique ici, qui était des 29,5, qui était finalement quelque chose qui était beaucoup plus ancien, à savoir finalement un endroit où en janvier 2021 puis en juillet 2021 on était venu rebondir. Ici on avait trouvé rebond également en mai 2022. Et bien là on a fait la prise de liquidité au dessus, mais on s'est fait retourner derrière. Donc pour moi ce que je regarderai bien attentivement, enfin en tout cas il n'y a aucun problème à venir corriger tant qu'on tient plus ou moins une forme de trend qui est la trend rouge là. Donc là elle est notée en daily, mais c'est très certainement plutôt une trend, on va dire weekly en fait.
une trend weekly. Moi j'ai pas le template pour une trend weekly, mais vous le voyez ici, on a cette trend weekly qui pourrait tout simplement nous dire bon, la tendance weekly elle est comment? Et ben j'ai ce plus bas là qui était en fait j'ai même ce plus bas là, ensuite je fais un plus haut, ensuite je fais un plus bas qui est plus haut que celui-ci, ensuite je fais encore un nouveau plus haut, ensuite je fais un plus bas qui est par ici également, je fais à nouveau un nouveau plus haut. Ben où est-ce que sera le prochain plus bas? Donc où est-ce que sera le prochain plus bas? Ben si on regarde, on a cette trend qui peut être intéressante à suivre, et si on regarde, pour moi voilà, on a un support éventuel à l'attaque du creux qui est ici, c'est-à-dire un support éventuel qui peut se trouver autour des 24 000. Personnellement, vous le savez, je pense qu'on peut mécher jusqu'à 22 500, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un bon petit moment. En tout cas, tant qu'on perd pas les 20 000, on est toujours en tendance haussière en weekly. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment intégrer et comprendre. Donc voilà, après le reste, ça va être du trade à court terme, etc. Mais pour les investisseurs, pas de panique tant qu'on perd pas les 20 000. Effectivement, ça fait beaucoup, de 27 à 20. Ça fait, c'est pour ça c'est pour ça qu'on est sur Bitcoin. Hein, c'est parce qu'il y a de la volatilité et la volatilité, elle va dans les deux sens. Donc du coup, il faut l'accepter également quand elle va vers le bas. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres dans les commentaires. En l'occurrence, la question à la con du jour, elle sera... Qu'est-ce que vous allez faire pour les vacances d'été? Est-ce que vous avez des projets pour les vacances d'été? Voilà, ça peut être intéressant ici de parler de ça dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, passez une très bonne journée et portez-vous bien. Ciao!